Le mardi, le Louvre est fermé. Les chefs-d'œuvre du musée le plus visité au monde sont au calme. Mais le mardi n'est pas un jour tranquille pour tout le monde. Dans tous les départements, on nettoie. On répare. On emballe des œuvres. Pour les 2000 employés du Louvre, le mardi est peut-être le jour le plus actif de la semaine. En fait, il est complètement décalé, je pourrais pas. Il faut que je te ramène ça ici. Ce mardi, une équipe de la Régie des objets d'art doit déplacer un mastodonte. Ce gigantesque vase du XVIIIe siècle mesure 2 mètres de haut, pèse une demi-tonne et surtout, il est extrêmement fragile. C'est la régisseuse Carole Tréton qui en a la responsabilité. Il s'appelle le vase de Thomir, du nom du bronzier qui a fait les bronzes. C'est un vase de Sèvres en porcelaine et en biscuit. Il y en a 2 qui existent, un à Fontainebleau et ici. C'est aussi un vase qui est tout en morceaux. Il faut imaginer un Lego. Les plaques sont mises les unes à côté des autres. Et donc si à l'intérieur, si la tige à l'intérieur et les tiges de métal à l'intérieur bougent, le vase s'ouvre et casse. Thierry Dieudonat, le chef d'équipe, travaille pour le Louvre depuis plus de 20 ans. Il a l'habitude de ces mouvements à risque. Comme c'est composé de céramique, de métal, on ne connaît pas la jointure entre les deux. Il peut y avoir un frottement et le métal ne va pas casser, c'est sûr, mais la céramique, elle peut se filocher. Vous voyez là, on est vraiment travaillé en délicatesse. Vous voyez, on va poser tranquillement. On ne sent rien du tout, on n'entend pas de bruit, on n'entend rien. C'est si important. Le vase de Thomir était en réserve sur ce palier. Il va rejoindre le département des objets d'art du XVIIIe siècle, où il sera mis en valeur comme il le mérite. Les bronzes sont magnifiques. On a différents traitements sur les bronzes aussi, puisqu'on a du bronze doré, du bronze patiné. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. On est parti, hein. On est vigilant. Le vase Lego va voyager sur près d'1 kilomètre. Si vous êtes là, c'est pour limiter un petit peu les secousses. Et Carole n'est jamais loin. Faites attention aux plaques de répartition, hein. Ça glisse sur le parquet. C'est toujours délicat, un transport comme ça? Bah là, ça va, on est de plein pied. Donc, une fois que c'est sur les palettes, les hommes d'équipe entourent le vase, on n'a pas de marche, on n'a pas de monte-charge à prendre, donc on est très bien. Certains passages sont plus périlleux que d'autres. Au bout de 50 minutes, le convoi arrive à destination et entier. Attends, je vais te poser, je vais faire demi-tour parce que la face, elle est là. Mais Carole doit encore trouver le meilleur emplacement pour le vase. Qu'est-ce que vous voulez vérifier là? Il faut que le milieu du vase soit au milieu des portes pour que quand on arrive depuis l'enfilade, il soit au milieu. Voilà. Ah, je le remettrai plus à gauche. Ouais, c'est bon. Et le travail est loin d'être terminé. L'équipe doit maintenant à nouveau soulever le vase Lego. Par contre, attention à ta tête aussi, toi.
puis le reposer sur son socle. C'est bon là? On y va. On va essayer de le positionner. Maintenant, on va essayer d'enlever les cendres et puis on va l'aider. Moi, je fous les points. Ouais. Moi, c'est bon. C'est bon en dessous. Ouais, jamais. Au prix de longs efforts, il trouve enfin sa place. On le voit d'un nouvel œil. Ouais, il y a la lumière, ça change tout. Au moins, on voit ses couleurs, il est à la lumière, il brille. Voilà. La lumière va pouvoir le faire vivre et voir les détails. Il sera mieux vu par le public, ça c'est sûr. C'est quand même un très grand lieu de passage entre l'Égypte et les salles 18e. On redécouvre l'œuvre. C'est parti. Et il y a la harpe à dépoussiérer aussi. À proximité de là, le département des objets d'art reçoit 3 fois par an une visite très particulière, celle des experts de la conservation préventive. Les filles, vous avez des gants? Les équipes de Delphine et Lee Lefebvre investissent aujourd'hui les salles consacrées au mobilier de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ouais, là, sur lui. Est-ce que ça suffira pour le dépoussiérage là-haut ou il faut... C'est bien. C'est bon? Ça va. L'idée, c'est vraiment de faire une veille sur ces collections et de pouvoir prévenir en cas d'altération des collections. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rentre dans ce type de salle, il y a quand même un certain stress parce qu'il y a beaucoup d'objets, des objets très fragiles. On va traiter là en 2 jours un peu plus de 200 œuvres. Donc le risque, bien sûr, premier, c'est quand même la casse. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'approche des œuvres, qu'on les déplace, il y a toujours un risque. Voilà. Celui-là... Pour le conservateur de ces collections, Frédéric Dassas, cette opération est l'occasion de faire un point global sur l'état des œuvres dont il a la charge. Parce que là, il ne peut absolument pas y avoir de... En fait, mettre une gaze. Exactement. Ça y était, ça? Ça, c'est l'intervention qu'on avait fait en urgence la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Ce sont des collections fragiles, textiles, marqueterie, bois doré. Ça craint la lumière, ça craint l'humidité, ça craint la sécheresse. Ce sont des collections très fragiles. Les salles dans lesquelles nous sommes, ce sont les salles consacrées à la dernière partie du siècle. Donc on est juste avant la Révolution. Et cette partie de la collection, ce qui fait sa richesse, c'est le mobilier d'origine royale. Donc le bureau que vous avez là est le bureau qui servait à Louis XVI. La commode que vous avez ici était aux Tuileries, au cabinet du Conseil avant la Révolution. Les sièges que vous avez ici sont des sièges qui ont encore leur garniture d'origine, ce qui est toujours exceptionnel. Donc on va regarder le bureau. Alors, Parmi les pièces d'exception de ces collections, il en est une que Frédéric Dassas tient à vérifier en personne. C'est ce bureau à cylindre qui a appartenu à Marie-Antoinette. Petit problème, il n'a pas été ouvert depuis 1 an. Allez, un conservateur à l'envers. Ouais, il doit y avoir un système... je vais vous éclairer. donc... Elle est musclée, Marie-Antoinette. D'accord. Ça, c'est un meuble très, très précieux. C'est un meuble qui a été exécuté pour Marie-Antoinette, pour un appartement qui était très proche d'ici. C'était le petit appartement qu'elle avait aux Tuileries, qui lui servait de pied-à-terre quand elle venait assister au spectacle à Paris. Donc tout un ensemble de meubles qui avaient ce décor très particulier. Oui, c'est bon. De croisillons. Vous voyez, de croisillons de bois avec des filets, une très grande délicatesse. La marqueterie aussi au centre est extrêmement fine. C'est vraiment typique de la manière de l'artisan qui était son ébéniste favori, Jean-Henri Risner. Donc on a à la fois une marqueterie extrêmement sobre, très très délicate dans les parties figurées. Vous voyez, des bronzes d'ameublement. C'est un véritable petit monument de sculpture en très très bas-relief, d'une grande finesse. On peut imaginer qu'elle s'est assise à ce bureau et qu'elle y est... Complètement, oui, c'est même certain. 1, 2. Ah bah ça va. Ça va? On est bien là. Très bien. Dans une salle voisine, c'est un autre meuble précieux qui inquiète Caroline Tifavong, restauratrice en mobilier. Ce bureau, en bois exotique,
fabriqué en 1775. Il y a cette petite, vous voyez, cette déformation là. C'est étonnant parce que pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait eu un choc assez important. Ensuite, vous avez effectivement là, ça c'est assez classique de ce type de mobilier. Vous avez un soulèvement de plaquage. Donc, il c'est plus ou moins mobile. Là, c'est fissuré, mais il n'est pas trop mobile. Mais à l'arrière, vous en avez un. C'est le filet en fait du plaquage qui est mobile. Et là, c'est dangereux parce qu'on peut passer à côté et puis tout déchirer en fait. En fait, vous êtes un peu comme un médecin qui vient ausculter les objets pour voir s'ils sont malades, c'est ça? On aime bien penser qu'on est des médecins. Vos objets sont un peu vos patients. Complètement. On est très attachés à nos objets. Une fois le diagnostic effectué, Caroline va dépoussiérer le bureau avec cet appareil étonnant. C'est un aspirateur dorsal. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, c'est un aspirateur, sauf que vous mettez sur le dos, parce que c'est très pratique pour les chantiers, en fait. Ça vous permet de l'avoir sur vous et de ne pas avoir à déplacer des aspirateurs traîneaux. Ce nettoyage, très méticuleux, est vital pour ce mobilier ancien. La poussière, c'est surtout très hygroscopique, c'est-à-dire que ça attire l'humidité sur la surface. Donc c'est un catalyseur d'altération et notamment sur les vernis, parce que quand vous avez de l'humidité associée à de la lumière, en fait, vous altérez le matériau. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez des mauvaises conditions de conservation, alors que vous avez de la poussière sur une œuvre, c'est un facteur de développement fongique important. La poussière est un ennemi redoutable, persévérant, imaginatif et avec des réserves de troupes absolument inépuisables. Donc il ne faut pas sous-estimer simplement le fait d'enlever la poussière. Non loin de là, c'est l'un des objets les plus délicats de la collection qui passe entre les mains d'une autre restauratrice, Alice Flo. Cette harpe, de style néoclassique, a été achetée par la famille royale juste avant la Révolution. Oui, la poussière qui soulève. C'est un bel objet, oui. Il date de 1787. Donc c'est une harpe qui est faite de 3 essences de bois différents, avec une couche polychrome ici. Et puis des éléments en métal pour les pédales, feuilles d'or pour toutes les parties sculptées, dorées. Étant donné que l'objet est doré et polychrome, je préfère faire un dépoussiérage indirect en soulevant la poussière avec la brosse, ce qui permet de ne pas aspirer directement sur la couche. En fait, il faut vraiment évaluer l'état de conservation d'abord avant de dépoussiérer. C'est pas un acte anodin, en fait. On enlève de la matière, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on enlève, pas enlever de pigments, pas enlever de dorure. La poussière, ennemie des objets d'art, est traquée dans ses moindres retranchements. Du sol jusqu'au plafond. Comme sur ce lustre en bronze et en cristal, où elle s'est accumulée en quantité. Je nettoie les pampilles en verre, donc toutes ces décorations-là qu'on voit ici. Donc avec un gant microfibre qu'on enfile, qui est très facile à utiliser. Pour ces collections, comme on est amené à les préserver sur des centaines d'années, il faut vraiment être très précautionneux et parfois être très minutieux, même si on peut estimer que c'est trop parfois, mais l'objectif est différent d'un lustre qu'on peut avoir chez soi en fait. Le Louvre a des collections magnifiques. On est toujours très content d'avoir ce privilège de pouvoir toucher, de regarder, d'observer de près ces objets et de mieux les connaître en fait. Le bureau de Marie-Antoinette est l'un des derniers meubles à être dépoussiéré. Ne dites pas qu'il y a de la poussière dans le tiroir. Pour la plus grande satisfaction de Frédéric Dassas. Il y a un effet psychologique. Je n'ai pas une très bonne vue, mais même sans lunettes, je trouve que tout est propre après. Ça brille. Après 2 jours de travail, mission accomplie pour les équipes de la conservation préventive.
Plus un gramme de poussière et aucune casse à déplorer. Ça vaut bien une photo souvenir. C'est bon? PC Richelieu pour les pompiers. Transmettez à les pompiers. Au Louvre, il n'est pas rare de croiser des pompiers. Le musée possède sa propre brigade. 52 hommes, chargés de veiller jour et nuit sur la sécurité des personnes et des œuvres. Plusieurs fois par semaine, ils sillonnent le palais pour vérifier la bonne marche des moyens de secours. C'est bien dissimulé, effectivement. C'est vrai que ça fait quand même plus joli, on va dire, de ne pas voir le raccord de la colonne sèche. C'est vrai que ici, c'est les colonnes sèches, c'est la partie la plus vieille du musée. Et effectivement, c'est quand même plus sympa aussi pour les gens qui visitent le musée. On a la chance d'être ici, donc ça serait bête de passer sans regarder, quoi. Le périmètre de surveillance des pompiers du Louvre est immense, près de 16 hectares. Ils possèdent toutes les clés. Et connaissent tous les passages secrets. Cet escalier, par exemple, mène au comble du pavillon Turgot. Un lieu placé sous très haute surveillance. Si l'incendie commence à prendre forme dans les appartements de Napoléon, c'est-à-dire qu'il va forcément y avoir une propagation ici puisque tout est en bois. Il faut connaître les moindres recoins du Louvre, donc ça ne prend pas en une journée. Il faut se balader. Comme on dit dans le jargon, il faut se perdre dans le Louvre. Ce jour-là, la tournée des moyens de secours emmène les pompiers sur les toits du palais, particulièrement vulnérables au feu. Ils sont les seuls à y avoir accès. Au niveau du clocher. Bien pris pour le PCV. Ils ont l'immense privilège de profiter de cette vue qui embrasse tout Paris. Avec la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier ou encore le Sacré-Cœur de Montmartre. Quand on est là, on ne peut que admirer, quoi. Il y a beaucoup de personnes, même dans notre famille proche, je pense qu'ils rêveraient d'être à notre place, quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça va faire 2 ans que je suis ici. Et est-ce que vous connaissez tous les recoins? Non, il faut minimum je dirais entre 4 et 5 ans pour connaître le Louvre par cœur, et encore. Et encore, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement d'accès, de portes dérobées que faut vraiment, voilà. C'est comme on dit ici, on se promène dans le Louvre, nous, mais c'est pas pour visiter, c'est pour apprendre les recoins cachés du Louvre, quoi. Plusieurs fois par semaine, le sergent doit arpenter ce toit pour vérifier les colonnes sèches. En cas d'incendie, c'est ici que les pompiers viendront brancher leurs lances. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, elle est un petit peu grippée, donc si on veut mettre 2 lances, on sera ennuyé pour en mettre une sur celui-là. Ah, c'est bon. Mais le feu n'est pas le seul danger qui menace le Louvre. Le mettre sur la feuille, c'est moins vérifié. En mai 2016, la Seine connaît une crue historique. Son niveau dépasse les 6 mètres. L'eau menace de s'infiltrer dans les parties du Louvre situées près du fleuve, comme le pavillon des Arts de l'Islam. Pour prévenir ce risque, le département est protégé par des portes étanches qui doivent être régulièrement contrôlées. On est plus bas ici que le niveau de la rue, avec la Seine qui est juste derrière. On est à
à même pas 50 mètres de la scène, quoi. Voilà. Elle est fermée. C'est bon. Elle est fermée. Quand tu peux y aller. Pour assurer leur mission 24 heures sur 24, les pompiers du Louvre disposent de plusieurs bases au sein du musée. L'une d'entre elles se cache derrière cette porte du département des antiquités égyptiennes. Donc là, on dit chez nous, dans une base vie. Donc une base vie, c'est simple, c'est un endroit où nous, pompiers, on passe la nuit, en fait. Voilà. Ces bases vie ont été faites pour limiter les délais d'intervention. Donc, sachant que la nuit, tout est fermé dans le Louvre. On a un petit coin salon, un petit coin cuisine. Donc là, on dort ici, dans ces pièces-là, voilà. Bon, hein, c'est spartiate, hein, on a des lits superposés, on a le coin douche et lavabo. On peut entreposer aussi un peu d'effets personnels dans les armoires. Vous avez quand même la chance de dormir au Louvre. Exactement, ouais. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Autre privilège, le sergent et ses camarades peuvent profiter d'accès secrets dans l'envers du décor, comme le balcon des musiciens, qui offre une vue spectaculaire sur les salons Napoléon III. Quand Napoléon recevait du monde, il mettait les musiciens ici pour divertir les invités. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, à chaque fois, on en prend plein les yeux et puis on y revient avec plaisir. Bonjour. Oh, bonjour. Plusieurs fois par an, la brigade au complet suit une formation auprès des régisseurs du Louvre pour apprendre à protéger les œuvres en cas de sinistre. Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines, donc le DAGER, est un des 8 départements du Louvre. Aujourd'hui, c'est Christelle Briorotti qui va les diriger. Sachant qu'il y a des fermetures et des ouvertures, et que ces 54 salles regroupent 6000 œuvres présentées à peu près. Donc il y a à la fois du très lourd, de l'énorme, et puis des toutes petites, quelques grammes. Il y a vraiment de tout. Donc il faut faire vraiment toujours attention à tout ça quand on manipule des œuvres. Allez, c'est parti. Cette statue romaine, par exemple, ne pourra pas être transportée en cas d'incendie. C'est donc sur place qu'il faudra la sauver, et les pompiers n'auront que quelques minutes pour agir. Le premier exercice consiste à la recouvrir le plus rapidement possible. Faites attention sur le haut de l'œuvre. Aucun frottement, s'il vous plaît. Soulevez encore au niveau de la tête. Voilà, très bien. Là, on imagine qu'il y a un incendie, qu'il y a de la fumée, et il protège avec une bâche nifugée l'œuvre de façon à ce que le moins de fumée rentre au contact de l'œuvre. Et en fait, la pierre, malgré tout, peut récupérer les particules qui sont dans l'air et ça peut s'incruster de façon assez indélébile. Il faut bien être attentif à la partie qui est le haut. C'est-à-dire que s'ils font glisser la toile, ça risque de prendre la partie saillante. Et donc, voilà, il faut qu'ils fassent bien attention. Dès qu'il y a une manipulation d'œuvre, il y a risque pour l'œuvre. Donc, c'est vrai qu'on est autour et attentif. Allez, 40 secondes. Pas mal. Très bon. Très bien. C'est un honneur de travailler ici et de pouvoir avoir la possibilité de manœuvrer et de pouvoir être aussi proche des œuvres et de pouvoir être là s'il y a besoin de les sauver et d'essayer de préserver le patrimoine qu'on essaie de préserver depuis des années et des années. Le deuxième exercice est plus délicat. Alors, on va faire la 8, la 13 et la 10. Il s'agit de déplacer ces figurines étrusques qui ont près de 2500 ans. Vous prenez comme ça. Bon, moi, je maintiens l'œuvre pour pas qu'elle bascule. Je regarde le socle. En fait, voilà, je soulève comme ça. Et là, je me dis, bon, hop, ça part. Donc là, le mieux, c'est de laisser le socle et sortir l'œuvre. Une première pour Rémi, qui prend d'infinies précautions.
Est-ce qu'on peut mettre un autre coussin par-dessus? Il faut éviter, non? Alors, il faut éviter. Et en même temps, le jour où vous avez à vider en urgence, on peut parce que ce ne sont pas des œuvres qui sont très lourdes. Pour l'exercice, on a choisi des œuvres qui étaient les moins fragiles, mais dans l'urgence et dans la réalité, on sait qu'ils devraient tout manipuler, donc voilà, c'est qu'ils sachent. Mais bien sûr que je suis forcément un petit peu inquiète. Attentive, attentive. Ce mardi du mois de février, la Joconde assiste à un chantier hors norme. Pour une fois, ce n'est pas elle qui est au cœur de toutes les attentions, mais son voisin d'en face. Les Noces de Cana du peintre Véronèse. Le plus grand tableau du Louvre, 67 mètres carrés. Il a été rapporté de Venise par Napoléon en 1798. L'œuvre concentre tous les records, le record de la taille, le record, je pense, ça sera vérifié du nombre de personnages représentés, puisqu'il y a à peu près 150 personnages. Ce sont les Noces de Cana, donc ce moment où Jésus, au centre de la composition, avec la Vierge, sont invités à un repas et où on se rend compte qu'on manque de vin. L'eau va être, par un miracle, le miracle du Christ, transformée en vin, et ce tableau est une sorte de préfiguration de la scène. C'est une scène qui n'essaie pas de reconstituer l'épisode biblique, mais d'offrir une vision aussi du faste de Venise au XVIe siècle. L'opération qui est sur le point de se dérouler est à la mesure de l'œuvre. Il s'agit de l'emballer pour la protéger avant que la salle ne soit entièrement rénovée. Et ce, en moins de 24 heures. Un chantier, ça fait de la poussière, et en particulier une poussière extrêmement fine, qui est une poussière abrasive et qui peut abîmer les vernis, voire la couche picturale. C'est ce tissu spécial, non abrasif, qui va former la première couche protectrice. On peut dérouler un petit peu, s'il vous plaît. Mais pour l'installer, il faut actionner un mécanisme secret que Martine Despagna, la chef régisseuse, est l'une des seules à connaître. Voilà, donc en fait là vous vous trouvez dans le creux de la simèse où vous découvrez l'arrière du tableau. Grâce à cette manivelle, Tu vas voir ce tableau-là? l'énorme châssis sur lequel est fixé le tableau avance de quelques centimètres. Voilà, par contre, faire doucement, la toile bat terriblement là. Et on a opté pour un déroulage horizontal des bandes de protection. On voit bien qu'on a de l'espace sur les côtés, de part et d'autre, pour faire passer la bande et pour la graffer à l'arrière. C'est nos métiers de s'adapter aux contraintes des œuvres qui ont toutes leurs spécificités. Il faut être prudent, il faut avoir vraiment l'œil un peu partout pour éviter des soucis et des accidents. Mais si on apporte du stress supplémentaire, voilà, il vaut mieux faire autre chose. Allez. Il est 15h. Pour les équipes de la régie peinture, c'est maintenant une course contre la montre qui s'engage. Car la salle doit ouvrir au public dès demain matin. Peu avant minuit, la dernière plaque du coffrage est posée. La salle pourra rouvrir dans les temps. Je serai vraiment soulagé quand on retirera le coffrage et quand on retirera l'emballage, donc dans quelques mois. On sera content quand on reverra les Noces de Cana. Le lendemain, un mercredi, le Louvre a rouvert ses portes. La foule des visiteurs remplit à nouveau les salles. Chacun tente de s'offrir un tête-à-tête avec les chefs-d'œuvre du musée. Mais ce n'est pas donné à tout le monde.
Cet étudiant chinois en art plastique va avoir cette chance. À 28 ans, Yajun Chang s'est lancé un défi. Copier l'un de ses tableaux préférés au Louvre. Bonjour Yajun. Bonjour Isabelle. Est-ce que tout s'est bien passé? Oui. Pour entrer? Oui. Venez, je vous en prie. Asseyez-vous. Mais il doit se conformer aux règles très strictes du bureau des copistes. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour? Oui. Bon, vous vous sentez prêt? Isabelle Vieilleville, la chef du bureau, vérifie son identité, son matériel. Vous n'apportez que le matériel nécessaire à la journée. Pas de grande quantité de solvant, pas de grande quantité... Je vérifie... Et la boîte peut rester sur le chevalet dans le local. Je vais aussi regarder votre dessin préparatoire. Il est là. D'accord. Elle s'assure enfin qu'il a les qualités artistiques pour reproduire cet autoportrait de Dürer. Car être copiste au Louvre, ça se mérite. On ne vient pas ici se placer devant un original lorsqu'on n'a pas déjà de bonnes bases de dessin et surtout que l'on ne maîtrise pas la technique ancienne à l'huile. Je passe devant et vous me suivez. La copie au Louvre est une institution depuis la création du musée en 1793. Isabelle accompagne Yajun jusqu'à son tableau, en traversant la galerie Médicis, où sont exposés des chefs-d'œuvre de Rubens. Donc je vous laisse aller vous installer face à l'original. Une fois sur place, nouvelle consigne d'Isabelle. Donc vous vous souvenez, dans l'autre sens, parce qu'il y a celui qui est derrière le tableau. Hein. Donc il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, je vais vous expliquer les 1 mètre. Il va falloir que vous fassiez un repère. Le repère, c'est 1 mètre à peu près. Vous voyez, vous ne pourrez pas vous approcher à plus de 1, 2, 3. Là. Et aussi, vous vous placez de ce côté-là et pas du côté de cette œuvre qui n'est pas vitrée. Parce que si le chevalet bascule, vous voyez la hampe, elle va de ce côté-là. D'accord ? D'accord. Bonne séance. C'est enfin le moment de grâce pour Yajun. Son premier dialogue silencieux avec ce célèbre autoportrait au chardon, réalisé par le peintre allemand en 1493, à seulement 22 ans. J'ai découvert l'œuvre picturale de Dürer quand j'avais 17 ans à peu près. J'aime ses esquisses, ses peintures à l'huile. Quand je suis arrivé en France, j'ai visité le Louvre pour la première fois. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai tout de suite eu envie de le copier. Copier les œuvres des grands maîtres, c'est une épreuve obligatoire pour tous les peintres du monde, que ce soit en Occident ou en Chine. C'est très important. Ce jour-là, Yajun n'est pas le seul copiste dans le musée. Il y a Brigitte, une artiste parisienne qui a choisi cette dame à l'œillet du peintre flamand Jacob van Utrecht. Moi, j'ai eu le coup de foudre en passant devant ce tableau. Je le trouve extraordinaire, il n'est pas assez connu. Ce qui m'a séduit tout de suite, c'est la robe. La robe verte et blanche, c'était très étrange, très curieux. On a un petit personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi Thibaut, un étudiant des Beaux-Arts passionné par Poussin. Quand on copie, c'est pas le fait de recopier qui nous fait progresser, c'est le fait de s'obliger à regarder longtemps. C'est ça en peinture qui compte le plus. Et enfin, Anne-Françoise, qui, elle, donne ses derniers coups de pinceau à cette copie du Saint-Joseph Charpentier de Georges de la Tour, sur laquelle elle a travaillé 3 mois durant. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Bien, bien. Donc ça y est? Oui, ça y est, c'est terminé. C'est le moment de la sortie? Eh oui. C'est vraiment magnifique, félicitations. Merci. Vraiment très beau. Dans un format aussi petit, la difficulté était partout. C'était le défi, quoi. C'était le défi, oui, c'était un vrai défi.
Surtout rendre le visage de l'enfant, qui était... j'ai vraiment travaillé sur la fin parce que j'étais entraînée un petit peu à peindre. Et puis au fur et à mesure, je l'ai monté. C'est les 15 derniers jours, je l'ai travaillé sur les 15 derniers jours. Cette partie-là? Oui, parce qu'il fallait rendre vraiment cette lumière qui dégage et... Voilà. C'était compliqué. Anne-Françoise, qu'est-ce que ça fait de terminer une copie? Un petit peu triste et tout en même temps heureuse, quoi. Vous êtes contente de votre œuvre? Oui. Je suis totalement dedans encore. Je suis encore baignée dans l'atmosphère. Et là, vous lui dites au revoir. C'est l'enfant qui rentre à la maison. Pas trop de... La sortie d'une copie obéit aussi à des règles très strictes. Donc je vous suis, puisque vous connaissez mieux. Pour éviter toute suspicion de vol, Isabelle accompagne Anne-Françoise jusqu'à la sortie. Une sortie. Donc je sors avec la copie. Bon, bonne journée. Et voilà, c'est la fin. On va passer là. Au revoir. Merci madame. Merci bien. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cette copie sera accrochée dans le salon d'Anne-Françoise et n'aura plus jamais le droit de repasser les portes du Louvre. Face à la pyramide, une œuvre emblématique préoccupe aujourd'hui les conservateurs. C'est l'arc du Carrousel. Il a été édifié à la gloire des victoires de Napoléon Ier. On a une variété de matériaux qui est rare au Palais du Louvre, qu'on ne retrouve sur aucune des autres façades du Palais du Louvre. On a le marbre rose, le marbre blanc, le marbre rouge, on a de la sculpture, de la pierre de taille, on a des bas-reliefs en marbre. On est ici dans un monument qui, compte tenu de la finesse de tous ces éléments décoratifs, est quelque chose qui relève un peu de l'orfèvrerie. Mais ce décor est trompeur. Avec le temps, les colonnes de marbre ont perdu leur couleur. Les bas-reliefs sont victimes de corrosion. Et les grognards qui caractérisent le monument ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les grognards reçoivent la pluie, sont exposés au froid, au soleil, depuis plus de 200 ans. Vous observerez effectivement que les traits des visages sont devenus extrêmement fantomatiques et bien des détails des uniformes aujourd'hui ont disparu également. Si on continue comme ça, dans 10 ans, ces grognards, ce sont des squelettes. Et d'ici quelques années, ces squelettes tomberont en poussière. Regardez les guirlandes de la frise là, sous un tablement entre les deux colonnes. On ne distingue plus aucun feuillage. La renommée juste à gauche de la clé de voûte, dans l'axe de l'arc, sa tête est tombée. Si on laisse les choses dériver, l'arc du Carrousel deviendra une ruine romantique. Il est donc urgent d'agir. Pour préparer les travaux qui débuteront dans quelques mois, le Louvre a fait appel à une technologie de pointe. La photogrammétrie numérique. Des milliers de prises de vue du monument ont été réalisées afin d'en restituer une image en 3 dimensions d'une incroyable précision. Un outil indispensable pour les architectes qui travailleront sur le projet. Ce qu'on nous montre là, quelqu'un qui se promènerait avec une nacelle ne verrait pas beaucoup mieux les choses que ce qu'il aura en zoomant de très très près sur la surface qui l'intéresse. Ça permet de ne pas avoir à monter justement avec une nacelle, de ne pas avoir à monter avec une échelle ou un autre moyen d'accès un peu compliqué, sachant qu'on est sur un lieu où il y a beaucoup de public. Donc là, on a un état des lieux qui pourrait être fourni à plusieurs entreprises où chacun pourra faire une sorte de visite virtuelle, aller regarder l'ouvrage en ayant la main sur l'ouvrage. Voilà. Ce qui inquiète le plus les architectes se trouve au sommet de l'arc. On y accède par cet escalier fermé au public. Attention à la tête aussi, comme on disait.
Et il faut être accompagné par les pompiers du Louvre. Voici le chef-d'œuvre du monument, le quadrige de la paix. Il a été réalisé en 1827 sur le modèle des chevaux de Saint-Marc à Venise. Lui aussi a beaucoup souffert. Les renommées sont des sculptures en plomb doré. Alors le plomb ne se voit pas puisqu'il est doré, mais le plomb c'est assez mou et donc il faut une structure métallique pour le soutenir. Et cette structure métallique, au bout d'un moment, finit par rouiller et c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez des grosses craquelures. À côté, vous avez le quadrige en bronze et on a toujours les mêmes soucis, c'est-à-dire que vous avez une armature en fer à l'intérieur. Et donc, vous voyez que la pâte fait comme un entonnoir. Donc l'eau finit par rentrer et on voit le bronze qui est en train de s'écarter sous la poussée de la rouille. Voilà. Bientôt, en partie grâce au mécénat public, ce monument sera restauré. Et l'une des plus belles perspectives de Paris retrouvera sa splendeur. C'est un axe infini qui nous emmène vers les boucles de la Seine, vers Rouen, vers Le Havre, vers l'Amérique. Et cette situation extraordinaire, cette ouverture du Louvre, elle donne à l'Arc du Carrousel un rôle de porte d'entrée au Louvre. Et au XXe siècle, on a conforté ce rôle en édifiant la pyramide en vis-à-vis et en confirmant qu'on entrait au Louvre depuis le monde entier et non plus simplement depuis Paris. Au pied du Carrousel s'étend le jardin des Tuileries. Un parc de 22 hectares qui fait également partie du domaine du Louvre. Ce jardin à la française, dessiné par le nôtre, est un poumon vert au cœur de Paris. Mais c'est aussi un musée à ciel ouvert, où sont exposées près de 200 statues. Comme ce Caïn venant de tuer son frère Abel. L'une des sculptures les plus photographiées du jardin. Ou encore ces célèbres nus d'Aristide Maillol. Des œuvres soumises elles aussi à toutes sortes d'agressions. Hop. Ça va ? Ouais. Aujourd'hui, c'est une statue aux formes généreuses qui va faire l'objet de soins. Cette imposante femme debout, sculptée par Gaston Lachaise en 1932. Une vision fantasmée de l'épouse de l'artiste. Elle ne mesurait qu'1,60 m. Et elle pesait 50 kg, mais lui, il en a fait une sorte de déesse éternelle, une représentation de l'idéal féminin, en exagérant ce qui est particulier dans le corps de la femme, c'est-à-dire la taille très très étroite, les seins extrêmement lourds, les fesses puissantes. Moi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est une esthétique du lisse, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle aussi elle a besoin d'être bien nettoyée, parce qu'une fois qu'elle est propre, elle révèle vraiment cette surface très lisse du bronze, comme ça, avec cette très belle patine. Ça va lui donner beaucoup de peps quand elle sera bien propre. Pour rendre toute sa beauté à cette statue, Sarah et Laura, les restauratrices, ont fort à faire. Car elles souffrent d'attaques multiples. Ici, il y a une petite particularité, c'est que les chemins sont en gravier. Donc on a pas mal de poussière qui se dépose avec le vent sur les sculptures. On a aussi la pollution, donc, qui peut favoriser la dégradation des œuvres. On a aussi tout ce qui est animal. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne rencontre pas du tout à l'intérieur des musées, où les œuvres sont bien sûr plus protégées.
Les restauratrices ont à leur disposition toute une palette d'instruments, comme cette brossette électrique, ou ce grattoir en os. C'est un matériau assez souple finalement, tout en gardant une certaine dureté. En restauration, on essaye de nettoyer la surface sans altérer la patine en fait. Enfin, pour les métaux, c'est vraiment ce qu'on recherche à faire. Peu à peu, la sculpture perd son voile de poussière et retrouve sa belle couleur bronze. Là, on a quand même récupéré une patine plutôt homogène et qui brille. Ce que je trouve très très beau, c'est qu'on retrouve du coup des traces d'outils, là par exemple. Hein. Oui. Il y a des subtilités qui apparaissent que évidemment on ne voyait pas. Et après 3 heures de brossage acharné, mission accomplie, oui. On a presque terminé. Il nous reste plus que la fin du socle à nettoyer. Mais c'est vrai que là, en plus, avec le soleil, c'est parfait. Elle brille, c'est vraiment très agréable. Elle retrouve du lustre au vrai sens du terme. Elle retrouve de la beauté. Et puis, à chaque fois, on redonne une forme de nouvelle jeunesse, finalement. C'est ça qui est beau. aux Tuileries, les parterres floraux sont renouvelés 2 fois par an. Au printemps et comme ici en automne. Alors, vous avez griffé, ensuite tracé pour planter les... Pour la nouvelle chef jardinière, Floriane Guillère, c'est l'un des moments les plus importants de l'année. D'accord, ok. Donc, c'est parti. Elle n'a que quelques jours pour planter 20 000 fleurs bisannuelles comme c'est pensé, ainsi que 30 000 bulbes qui fleuriront au printemps. Là, on mélange les différentes variétés de bulbes, puisqu'on a plusieurs variétés et plusieurs couleurs de tulipes différents. Et pour vraiment les planter de façon aléatoire, on les met tous dans une caisse, on les mélange, et comme ça, quand ils les placeront dans le massif, on ne sait pas du tout quelle couleur va apparaître où, et ça va donner une homogénéité du massif et des couleurs de tulipes. On crée les parterres en lien avec les expositions du musée du Louvre. Donc cette plantation est un petit peu exceptionnelle puisque l'on fête les 30 ans de la pyramide du Louvre. Donc ce sera une plantation en lien avec la pyramide du Louvre. Donc ici vous avez une photo de la pyramide du Louvre. Et donc on s'est inspiré pour ce massif-là, bien précis. Et donc à partir de cette photo, nous avons réalisé tout d'abord un croquis pour avoir un peu les couleurs dominantes de cette photo. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a du bleu qui vire même vers le noir et du chaud, donc du jaune et de l'orange. Donc à la suite de ces couleurs-là, on a pu faire un croquis sur une photo du massif. Donc là, vous pouvez voir que toute la trame basse de fleurs est bleue et que par contre, les bulbes qui sont plus hauts seront jaune-orangé. On fait toujours en sorte que les visiteurs comprennent bien que le domaine du Louvre s'étend jusqu'aux Tuileries et que le jardin des Tuileries fait partie du domaine du Louvre. Floriane, qui s'est formée à Versailles, est en poste aux Tuileries depuis 1 an. Elle se passionne pour l'histoire singulière de ce jardin, créé en 1564 par Catherine de Médicis. À cet emplacement, il y avait des fabriques de tuiles, d'où le nom Tuileries. Et Catherine de Médicis a eu l'idée de créer un palais en dehors de l'enceinte de Paris, l'ancienne enceinte de Paris. Et donc elle a créé son palais des Tuileries. Et attenant à son palais, elle a construit un jardin à l'italienne. À la suite de ça, en 1664, André Le Nôtre a restauré ce jardin en jardin à la française, avec cette magnifique perspective qui va jusqu'aux Champs-Élysées. C'est vraiment une chance et un bonheur de travailler dans un jardin historique, de poursuivre le travail qui a été fait ici depuis des centaines d'années. C'est vraiment assez exceptionnel et vraiment une très grande chance. Une journée s'achève au Louvre. Demain,
des milliers de visiteurs viendront à nouveau admirer les plus beaux trésors du patrimoine français, sans se douter du fabuleux travail effectué en coulisses par les équipes du musée.